Ok, alors maintenant nous allons implémenter la possibilité de faire des dégâts aux ennemis avec les projectiles. Et pour réussir à implémenter cette fonctionnalité, il faut qu'on soit capable de faire deux choses. La première des choses, c'est de faire perdre des points de vie aux ennemis. Pour le coup, c'est déjà fait, puisque si je vais dans la classe BP ennemi, on sait qu'elle hérite de la classe BP caractère, et elle a donc déjà des fonctionnalités qui permettent de gérer les points de vie. Si je vais dans classe defaults ici, on peut voir qu'on a la variable health points qui est initialisée à 100, qui permet de définir le nombre de points de vie, et on a la variable isDead qui permet de définir l'état de l'ennemi pour savoir s'il est mort ou s'il est vivant. Ensuite, en plus de ça, on a la fonctionnalité, donc je fais un clic droit ici, hop, et j'appelle update health points. On a cette fonctionnalité-là qui permet de mettre à jour les points de vie. Donc si je mets moins 10, l'ennemi va perdre 10 points de vie. Et ensuite, on a la fonctionnalité update isDead qui permet de mettre à jour le cas où, de savoir si l'ennemi est mort ou non. Donc là, pour la partie perte de points de vie et gestion des points de vie, c'est fait. Mais du coup, l'autre fonctionnalité que nous avons besoin de mettre en place et que nous allons mettre en place maintenant, c'est la possibilité de faire communiquer les blueprints entre eux. Alors, notre code, comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, lorsqu'on va lancer un projectile dans le monde, il va faire sa vie, il va y aller et tout. Et dès qu'il va croiser un ennemi, dès qu'il va toucher un ennemi, il va lui dire, écoute, je t'ai touché. La règle du jeu, c'est que maintenant, tu vas faire appel à ta fonctionnalité Update Health Points parce que quand je te touche, tu dois perdre 10 points de vie. En plus de ça, tu vas perdre tes points de vie. Et si tu arrives à 0 ou en dessous de 0, dans ce cas-là, tu vas mourir. Voilà la règle du jeu. Quand un projectile touche un ennemi, tu perds des points de vie. Si tu n'as plus de vie, tu meurs. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Pour faire communiquer les blueprints avec les ennemis, on va utiliser ce qu'on appelle des blueprint interface. Alors, vous allez voir, ça va être très facile à comprendre. Les blueprint interface, c'est en fait comme des sortes de promesses. On va créer une interface et on va lui dire, écoute, cette interface, elle a une fonction, par exemple, recevoir des dégâts. Ok? Elle va avoir cette fonctionnalité-là, recevoir des dégâts. Et ensuite, cette interface, on va aller la brancher sur les différents acteurs qui peuvent recevoir des dégâts. Et en gros, lorsqu'on va lancer nos projectiles et qui vont toucher des acteurs dans le monde, on va leur dire, écoute, est-ce que toi, tu as l'interface faire des dégâts? Si c'est le cas, ouais, dans ce cas-là, tu vas recevoir des dégâts. Alors, ça paraît un peu obscur, là, comme ça, à chaud, mais juste pour vous expliquer plus précisément le truc, c'est une sorte de promesse de fonctionnalité. Si on a une interface qui permet d'implémenter des objets qui sont destructibles, cette interface-là, on pourra l'installer sur tous les objets destructibles de notre level. L'autre solution, si on n'utilisait pas d'interface, ça serait de faire une classe mère destructible. Et de la classe mère destructible, on hérite une porte qui est destructible, une caisse qui est destructible, un ennemi qui est destructible. Et en fait, lorsqu'on va toucher quelque chose, on va vérifier est-ce que cet objet-là peut être destructible ou non. Donc là, c'est bon. Et du coup, maintenant que ça c'est fait, nous allons créer notre blueprint interface. Alors, pour créer mon blueprint interface, je vais appuyer sur CTRL espace pour ouvrir le content drawer. Je vais faire un clic droit. Donc, je suis bien dans le dossier core. Je vais faire un clic droit, je vais aller sur Blueprints. Et ici, je vais choisir Blueprint Interface. Donc là, ça va me créer un nouvel asset de type Blueprint Interface. Je vais appeler ça BPI, pour Blueprint Interface, _ damageable. Damageable, ça veut dire que c'est un objet auquel on peut faire des dégâts. Donc, je double-clique sur ça. Et là, ça va m'ouvrir cette interface. Donc là, ici, si vous faites bien gaffe, vous avez écrit ici read only. Ça veut dire qu'en fait, ce truc-là, cette fonction, je ne peux rien implémenter. Donc là, je clique, je drague, il n'y a rien qui se passe. D'accord? En gros, pourquoi? Tout simplement parce qu'une interface, vous pouvez la voir comme étant une sorte de promesse. Ici, en fait, on va dire, écoute, tous les objets sur lesquels on va brancher cette interface, ils auront ces fonctions-là qui ont ces paramètres en entrée, ces paramètres en sortie. Donc, pour mieux comprendre, ici, on a créé une fonction par défaut quand on crée une interface. Donc, je vais prendre la fonction, je vais la renommer, je vais faire F2, et je vais l'appeler affect health. Voilà. Affect health, ça a changé le nom. Et ici, affect health, c'est une fonction qui va permettre de faire des dégâts à tous les objets sur lesquels on aura branché l'interface, sur lesquels on dit implémenter l'interface. Donc là, ici, affect health, c'est une fonction qui va permettre de faire des dégâts. Et donc, du coup, on va devoir définir le nombre de dégâts. Donc, je vais venir ici dans inputs et je vais ajouter un input. Je vais cliquer sur le petit plus. Et là, je vais cliquer sur boolean et je vais dire, c'est un type float. Donc, un nombre à virgule. New param, on va renommer ça. Je vais appeler ça delta. Voilà. Donc là, je compile, je sauvegarde, et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est que notre blueprint interface, on lui a dit, écoute, tu as cette fonction affect health. Donc là, c'est bon, je vais réduire ce truc-là, voilà, derrière moi, je sauvegarde, et maintenant, on va aller brancher cette interface du côté de l'ennemi. Donc je vais dans BP ennemi, et ici, je vais aller dans la partie class settings. Cette partie-là, je vais cliquer dessus,
Et là, si vous descendez tout en bas, vous avez Interfaces, cette partie-là. D'accord? Donc, je vais le réduire pour que vous puissiez mieux voir sur la vidéo. Voilà. Et donc, ici, on a Interfaces, Implemented Interfaces, mais ce qui nous intéresse, c'est Inherited Interfaces. Donc là, je vais brancher mon interface BPI Damageable ici. Donc, je vais cliquer sur Add. Et là, je vais taper BPI. Et regardez bien, ici, on a le BPI Damageable, mais dès que je vais cliquer, il va se passer quelque chose là. Vous allez voir quelque chose apparaître. Regardez à gauche, et là, je vais cliquer ici. 1, 2, 3. Voilà. Automatiquement, vous avez une fonction Affect Health qui a été créée dans Interfaces. Donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment où on fait BPI Damageable et qu'on définit une fonction, automatiquement, tous les objets sur lesquels on va implémenter ça, ils vont avoir la fonction Affect Health. Donc, si je vais, par exemple, juste pour tester, on va aller dans le BP Gun. Je vais aller dans Class Settings. Et ici, je vais ajouter également ici l'interface. Donc, Add, je fais BPI. Et là, je prends BPI Damageable. Et là, automatiquement, sur la partie gauche, Interfaces, Affect Health. D'accord? Donc, on pourrait dire, par exemple, que dans l'ennemi, si un projectile touche l'ennemi, Affect Health va lui faire des dégâts. On peut dire que dans le cas du gun, par exemple, si un projectile touche le gun, bon, c'est peu probable, on peut dire que, quand ça va toucher, le gun en lui-même, il va être détruit, par exemple. D'accord? Et une dernière démonstration. Donc là, on a Affect Health. Admettons plus tard, je me dis, tiens, tous ceux qui ont cette interface, je veux également qu'ils aient une autre fonction. Donc, je vais venir là, je vais cliquer sur le petit plus, je vais appeler ça print, par exemple. Voilà. Donc, j'ai une fonction print, je la laisse telle quelle, je compile. Et là, si je vais dans le BP Gun, regardez ici, hop, BPI Damageable, je compile, je sauvegarde. Et là, je vais dans le BP Gun. Pour le coup, il y a un bug, donc il faut que je compile. Et voilà, et automatiquement, le print est apparu. D'accord? Donc là, on a une fonction print ici dans le BP Gun. Et dans l'ennemi, on a aussi une fonction print. Donc voilà comment est-ce que les interfaces fonctionnent. C'est comme des promesses. On dit ici que, attention, tout ce que je peux te promettre, c'est que si tu regardes sur un acteur et qu'il a l'interface BPI Damageable d'ajouter, tu peux avoir la garantie qu'il a ces deux fonctions-là. Et donc, nous, on peut appeler ça comme on veut. Donc, si on met cette interface-là sur un caillou, on sait que quand on va tirer et que le projectile va toucher le caillou, vu qu'il a l'interface Damageable, on sait qu'il a une fonction Affect Health et on peut l'appeler. D'accord? Donc là, je reviens dans le BP Gun, on va supprimer l'interface parce que, pour le coup, ça n'a pas de sens. Je vais venir dans Class Settings et ici, BPI Damageable, je vais venir cliquer sur la croix. Alors attention, des fois, il y a des bugs avec l'interface Unreal. Si je réduis trop, des fois, la croix, elle peut disparaître. Donc ici, faites bien gaffe à agrandir et venir là, cliquer sur la croix pour supprimer l'interface. Donc là, il vous dit, est-ce que vous voulez transférer les fonctions en tant que blueprint? C'est-à-dire que si je clique sur Yes, ces fonctions-là, elles vont rester ici, mais pour le coup, ce ne sera plus une interface, c'est juste des fonctions de la classe. Moi, je dis non parce que je veux les supprimer. Donc voilà, ça les a bien supprimés. Je compile, je sauvegarde et je vais dans le BP Enemy. Dans le BP Enemy, on a bien la fonction Affect Health et Print. Du coup, on va supprimer la fonction Print. Je vais dans BPI Damageable, je prends Print et je supprime parce qu'on n'en a pas besoin. Donc je compile, je sauvegarde et je reviens dans la classe BP Enemy. Donc ici, BP Enemy, donc maintenant que nous avons notre fonction qui existe, il faut qu'on implémente, il faut qu'on dise, écoute, quand on va appeler Affect Health sur l'ennemi, c'est cette fonction-là, c'est cette fonctionnalité-là que nous allons faire. Donc pour implémenter la fonction, je vais venir faire un clic droit dessus et faire Implement Event. Parce que là, pour l'instant, c'est juste une déclaration. Ça veut dire qu'on sait qu'elle est là, mais on ne l'a pas implémentée. Donc je clique sur Implement Event ou sinon je peux double-cliquer. Donc là, ça m'ajoute cet événement-là ici. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à implémenter la logique. Donc, si on appelle Affect Health, c'est qu'on veut faire des dégâts à l'ennemi. Donc, pour faire des dégâts à l'ennemi, on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, je vais tirer un câble et je vais faire Update Health Points. D'accord? Donc, je vais faire des dégâts à l'ennemi. Les dégâts sont déjà ici dans le delta. Je vais brancher ça dans l'autre delta. Résultat, quand on va appeler Affect Health, on va appeler Update Health Points et ça va faire des dégâts à l'ennemi. Ensuite, ici, pour rappel, en sortie de Update Health Points, on a les nouveaux points de vie de l'ennemi. Donc, on va juste les afficher à l'écran. Donc, je vais tirer un câble et je fais un print. Donc, je vais brancher ça ici. Voilà. Donc là, on fait des dégâts et on affiche le print pour afficher les nouveaux points de vie de l'ennemi. Donc, maintenant que ça c'est fait, il nous faut un dernier truc. C'est que, en plus de ça, comme j'expliquais au tout début de cette vidéo, lorsque le projectile va toucher l'ennemi, il va lui dire, tu perds des points de vie et si tu es mort, tu sautes. D'accord? Enfin, tu sautes, pas tu sautes sur place, mais genre, tu sautes, tu es détruit, en quelque sorte. Donc, ici, comment est-ce que je vais faire? Si je vais dans Update Health Point, je vais double-cliquer dessus. Vous voyez que dans l'implémentation qui se situe dans la classe caractère, on a mis à jour Update is Dead. D'accord? On change les points de vie, on appelle Update is Dead pour que lui, il puisse changer la valeur de is Dead si jamais
le caractère en question est mort. Donc je reviens dans BP ennemi. Donc ici, à ce stade-là, une fois que ça a été appelé, on sait que isDead, ça a été mis à jour. Donc je vais faire un clic droit. Je vais faire un get isDead. Je vais récupérer la variable isDead, je vais faire un get. Et je veux savoir qu'est-ce qui est stocké dedans. Et donc pour ce faire, je vais mettre un branch. Donc le branch, pour rappel, je tire un câble, je tape branch. OK ? Moment raccourci, petite astuce, vous maintenez la touche B de votre clavier enfoncé et vous cliquez. Et ça vous ajoute automatiquement un branch. Donc là, je mets ça ici, ça je supprime. Et là, je branche isDead. Donc maintenant, on met à jour les points de vie, on les affiche à l'écran. Et ici, isDead, ça a été mis à jour, et on va vérifier ça. Si isDead est égal à true, donc si c'est validé, si l'ennemi est mort, dans ce cas-là, on va le détruire. S'il n'est pas mort, c'est pas grave, on fait rien. Donc, comment est-ce qu'on détruit l'ennemi? C'est simple, sur Unreal, on a une fonction. Je vais tirer un câble, je vais faire destroy actor. Et destroy actor, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire un acteur. C'est aussi simple que ça. Donc, pour récapituler, on change les points de vie. Ensuite, on met à jour isDead. On affiche le restant de points de vie. Et si isDead est true, si c'est validé, si l'ennemi est mort, dans ce cas-là, on le détruit. D'accord? Donc, un autre truc, une autre sécurité, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais en quelque sorte, ici, si on fait des dégâts à un ennemi qui est déjà mort, on n'a pas besoin de le tuer. Enfin, on n'a pas besoin de relancer cette logique. Donc ici, on va juste faire un test en entrée. Je vais mettre un branch, donc je vais maintenir la touche B de mon clavier et je clique. Je vais brancher ça ici, et je vais brancher ça là. Et donc, on va dire, écoute, je veux que tu exécutes cette logique, le fait de faire perdre des points de vie, seulement si l'ennemi n'est pas mort. Parce que s'il est mort, il est en train de disparaître et donc on n'a pas besoin de calculer des dégâts. Parce que dites-vous que ça, c'est forcément de la logique qui est calculée par votre ordinateur. Donc pour éviter à votre ordinateur de calculer tout ça, on va lui faciliter la tâche en faisant un test ici. Donc si l'ennemi n'est pas mort, on veut exécuter ça. Et comment est-ce qu'on teste si l'ennemi n'est pas mort? C'est simple, ici je vais faire un clic droit, je vais faire get isDead. Et en fait, si je branche comme ça, on dit si l'ennemi est mort, tu fais ça. Nous, on veut l'inverse. On a deux solutions. Soit vous prenez ça et vous mettez comme ça. On met dans le false, d'accord? J'ai appuyé sur la touche contrôle pour attraper et déplacer. Donc si vous faites ça, vous dites, voilà, est-ce que l'ennemi est mort? Oui, on fait quelque chose. Non, on fait des dégâts. En fait, il y a une autre solution, c'est que ça, je remets dans true. Et ici, le isDead, je vais tirer un câble et je vais taper not boolean. Et je vais prendre not boolean, celui-là. Et en fait, ça prend l'inverse de ce truc-là. Donc en gros, je branche ça ici. Et en fait, le truc, c'est on teste l'inverse de isDead. Donc, est-ce qu'il est mort? L'inverse, c'est est-ce qu'il n'est pas mort? C'est is not dead. Donc s'il n'est pas mort, si dead c'est égal à false, dans ce cas-là, on passe par là. Donc là, je prends ça. Je vais mettre un petit commentaire quand même ici au cas où, parce que je sais que c'est le truc auquel on n'y pense pas forcément. Je vais mettre on ne reçoit de dégâts que si on n'est pas encore mort. Donc là, je vais double-cliquer ici, pour faire un peu de place. J'emmène ça là, j'emmène ça ici. Et donc là, on a géré la prise de dégâts du côté de l'ennemi avec l'interface. Donc là, je vais sélectionner ça. Je vais mettre un commentaire, j'appuie sur la touche C, et je vais dire gère la prise de dégâts. Donc, je change la couleur. Je mets ça ici comme ça. Et donc maintenant que nous avons mis en place l'implémentation de l'interface, on va pouvoir faire en sorte que le projectile puisse faire des dégâts. Donc je compile, je sauvegarde et on passe à la suite. Alors donc là, je vais aller dans le BP projectile. Donc j'appuie sur CTRL espace. Je vais ouvrir le dossier Weapon dans le dossier Core. Et le BP projectile, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Donc ici, je vais aller dans le Viewport. Et pour rappel, le fonctionnement du projectile, en gros, la partie visible, on va dire le laser en soi, comme on l'a fait plus tôt, ne va pas faire de dégâts. No collision, no. Donc lui, il sera incapable de détecter des ennemis. Tout simplement parce qu'il n'a aucune collision. Dans notre cas, c'est ce truc-là, d'accord, le projectile collision, donc la sphère qui est disponible ici, qui va détecter les collisions avec les ennemis. Donc dès qu'elle va toucher un ennemi, c'est là qu'on veut faire des dégâts à l'ennemi. Et donc pour ce faire, je vais aller dans l'Event Graph, ici, et là nous allons regarder l'événement Actor Begin Overlap. Begin Play Eventic, on n'en a pas besoin, je les supprime. Donc ici,
le begin overlap, si vous vous rappelez bien, au tout début de cette formation, c'était plusieurs heures en arrière, cet événement, en fait, il est appelé lorsqu'un des components entre en collision avec un acteur. D'accord? Donc ici, si je vais dans Projectile Collision, ici, on a bien les collisions. Si vous regardez dans la partie Detail, sur la partie droite, vous avez Overlap Events. Ça veut dire qu'en fait, on veut que un événement de type Overlap soit lancé, d'accord, à chaque fois que ce projectile va overlapper quelque chose. Et qu'est-ce qu'on veut qu'il overlappe? On veut qu'il overlappe les ennemis. Et donc là, ça va nous demander de faire une petite modification. Donc toujours sélectionnant le projectile collision, je vais venir ici, et Can Character Step Up On, je vais cliquer, je vais dire non, parce que bon, on ne peut pas marcher sur le projectile. Et ensuite ici, dans Collision Preset, vous avez tout un tas de paramètres. On va pas entrer dans les détails ici. Tout ce qu'on va faire, c'est venir ici. Au lieu de cliquer Overlap All Dynamic, je vais cliquer dessus, et je vais choisir Overlap Only Pawn, ce truc-là. Ça va permettre de dire, écoute, tu vas prendre en compte que les collisions avec les pawns. Donc ce truc-là va être appelé si le projectile collision entre en collision avec un pawn. Pour rappel, les collisions, ça peut soit être du hit lorsque les trucs entrent en collision entre eux, lorsqu'ils se cognent, ou soit du overlap lorsqu'ils se superposent. En l'occurrence ici, on veut qu'ils se superposent. Donc là, c'est bon. Et je vais compiler. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, c'est simple. Cet événement est donc appelé dès que le projectile collision va entrer en collision avec un pawn. Et le other actor ici, c'est justement le pawn avec lequel on est entré en collision. Donc, en l'occurrence, ici, ça va être l'ennemi. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, ce qu'on veut faire, c'est que à ce stade-là, lorsqu'on a touché quelque chose, ce quelque chose-là, donc, attends, je vais faire un plain string, ça me dérange un petit peu quand c'est égalisé comme ça. Donc ici, lorsqu'on a touché quelque chose, ici, à ce stade-là, ce n'est qu'un acteur. Donc, other actor, je mets la souris dessus, il y a écrit actor object reference. Ça veut dire que c'est une référence vers un objet de type acteur. OK? Ce truc-là, à ce stade-là, c'est un acteur, c'est pas un ennemi. Donc, nous, on veut faire des dégâts qu'aux ennemis. Donc, je peux faire cast to BP ennemi, par exemple. Et ici, on va dire à Unreal, écoute, tu peux vérifier, est-ce que tu peux vérifier si l'acteur que j'ai touché est bien un ennemi? Si c'est bien un ennemi, dans ce cas-là, on lui fait des dégâts. Si c'est pas un ennemi, on fait rien. Sauf que justement, on vient de créer une interface. Et l'interface, ça va nous permettre d'éviter d'utiliser un cast. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous savez que je n'en ai pas parlé, mais pourquoi est-ce qu'on utilise une interface et pas un cast? Hormis l'aspect plus facile, on va dire, d'ajouter ces fonctionnalités-là des acteurs, ça permet d'éviter les casts. Et en fait, il faut savoir que les casts, c'est quelque chose qui est bien, qui est pratique, mais qui est aussi très très lourd. Pourquoi? Parce que vous savez, quand je disais tout à l'heure, plus tôt dans cette formation, quand vous allez prendre un cast, que vous allez le faire sur un objet, en fait, Unreal, il va comparer toutes les fonctionnalités avec l'acteur en question. Donc ici, si je demande au actor, est-ce que c'est un BP ennemi? Et ben en fait, il va aller regarder le BP ennemi et il va parcourir toutes ces fonctionnalités et il va vérifier si l'acteur, il les a. D'accord? Pour faire simple, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Et résultat, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on va faire un cast, et ben on va devoir reparcourir l'acteur. Donc c'est lourd. Nous, ce qu'on veut ici, on va utiliser notre interface pour dire, écoute, moi, je veux juste savoir, je m'en fous de savoir quel acteur tu es, t'as pas besoin de parcourir l'acteur, je veux juste savoir, est-ce que l'interface BPI Damageable, est-ce que tu l'as implémenté? Si tu l'as implémenté, d'accord, je sais que tu as ta fonction, dans ce cas-là, appelle cette fonction, je m'en fous de savoir qui tu es, je veux juste appeler cette fonction-là sur toi parce que c'est la règle du jeu. D'accord? Donc ici, au lieu de faire le BP ennemi, ce que je vais faire, donc je vais le mettre ici, voilà, juste pour qu'on le garde en visu, là, ici, je vais tirer un câble et je vais faire un branch. Et en fait, le branch, je vais tirer un câble depuis le other actor et je vais taper DOS implement et je vais prendre DOS implement interface, ce truc-là. Donc ce node-là, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de vérifier, comme son nom l'indique, si l'acteur, other actor, s'il implémente une interface spécifique. D'accord? Donc là, je vais cliquer là et je vais taper BPI et je vais prendre BPI Damageable. Donc en fait ici, je demande à Unreal, écoute, cet acteur-là, est-ce qu'il implémente l'interface? Est-ce que l'interface est installée chez lui? Et lui, là, il va envoyer un booléen. Ça va être égal à true si c'est le cas, s'il a vraiment l'interface, et ça va être égal à false s'il n'a pas l'interface. D'accord? Donc ici, en faisant ça, on n'a plus besoin du cast qui va parcourir le truc, on veut juste savoir s'il a le BPI interface. Donc une fois que c'est fait, je vais tirer un câble depuis other actor, et je vais taper affect health. Et là, on voit qu'il y a un message qui est parti. D'accord? C'est comme une enveloppe. Donc je branche ça ici dans tout. Et donc là je dis écoute, est-ce que tu implémentes l'interface? Donc là je double-clique pour faire de la place. Est-ce que tu implémentes l'interface? Si oui, dans ce cas-là, j'appelle affect health sur toi parce que tu as cette interface. Un truc à noter.
Ici, en fait, on peut se passer de ça. Techniquement, on peut se passer de ce truc-là et faire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que si on overlap un actor, on va lui envoyer ce message. Affect health, c'est pour ça qu'il y a ce message-là. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui envoyer ce message et s'il a l'interface, il va faire appel à sa logique. S'il n'a pas l'interface, il fait rien. D'accord? Mais bon, c'est quand même toujours une bonne pratique d'utiliser un branch pour tester, pour être sûr qu'on contrôle bien notre code. Donc là, je vais mettre un petit commentaire, une bulle commentaire ici et je vais taper en effet des dégâts qu'aux acteurs qui implémentent BPI damageable. D'accord? Ici, pour faire un retour à la ligne, je maintiens la touche Maj de mon clavier et j'appuie sur Entrée. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ici, il faut qu'on décide quel type de dégâts est-ce qu'on fait. Donc là, le Affect Health, je vais mettre ça à -5. Je vais faire un clic droit et je vais stocker ça dans une variable pour que ce soit plus facile d'accès. Promote ce variable et je vais appeler ça damage amount. D'accord? Damage amount. Donc je compile, je vérifie bien que la valeur par défaut c'est -5, c'est bon. Et en fait, tout est OK. Donc là, petite précision, j'ai stocké ça dans une variable pour que ce soit plus facile d'accès. Admettons, imaginez que là, vous avez tout un tas de logique, vous avez énormément de code et vous ne savez plus où est-ce que vous faites les dégâts. Plutôt que d'avoir à chercher et de trouver, OK, c'est ici que je faisais les dégâts et au lieu de faire -5, je vais faire -10. Et en fait, on stocke tout ça dans la variable et résultat, la variable est accessible directement ici ou dans les classes defaults avec ici, alors voilà, damage amount, cette partie-là, -5. Donc, si vous voulez changer les dégâts du projectile, vous mettez ça à -10, -20. Donc là, on est bien dans le projectile, on définit les dégâts, je compile, je sauvegarde, et du coup, on va pouvoir lancer l'exécution pour tester. Donc là, l'ennemi est ici, je vais tirer sur le projectile, sur l'ennemi, et là, vous voyez bien sur la gauche que les points de vie diminuent. Et là, il a disparu lorsque ces points de vie ont atteint 0. Donc là, regardez, je tire, et hop, l'ennemi disparaît dès qu'il n'a plus de points de vie. Donc ça fonctionne et maintenant nous allons juste faire quelques petits ajustements avant de terminer cette leçon. Alors ici le premier ajustement que nous allons faire c'est un ajustement spécifique mais qui a son importance quand même parce que en fait plus tard dans cette formation, normalement dans la leçon suivante, nous allons implémenter la prise de dégâts chez le héros, d'accord, chez le player et pour implémenter cette prise de dégâts, nous allons implémenter l'interface BPI damageable. Donc du coup ici ce qui va se passer c'est que si jamais pour le coup là si je tire un projectile, je peux pas le rattraper avec le player. Par contre si vous implémentez des projectiles qui rebondissent et qui reviennent sur le player, ça serait rigolo de lui faire des dégâts. Donc pour le coup, on va éviter de faire du friendly fire, on va essayer de faire en sorte de faire des dégâts seulement aux ennemis. Et pour ce faire, je vais aller dans la classe BP projectile ici, voilà. Et donc là, on va continuer cette implémentation-là du Event Actor Begin Overlap. Alors comment est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va utiliser une fonctionnalité qui est très peu connue, très peu utilisée sur Unreal. En tout cas, de ce que j'ai vu sur les tutos, les choses de ce style-là, ce sont les tags. Alors, les tags, c'est comme des sortes d'étiquettes qu'on peut mettre sur une classe pour pouvoir les tester. Vous allez vite comprendre, c'est assez facile. Ici, je vais venir dans le BP Hero. Et ensuite, je vais lui ajouter une étiquette. Je vais dire, écoute, ça, c'est le héros. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais aller dans Class Defaults, là. Donc, je suis bien dans le BP Hero, Class Defaults. Et ici, il y a tout un tas de trucs différents. Il y a beaucoup de paramètres. On l'a déjà vu un peu plus tôt dans cette formation. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais taper tag. T-A-G-S. Voilà. Et là, vous avez Actor, cette partie-là. Actor Advanced Tags. Vous allez cliquer sur le petit plus pour ajouter une étiquette, pour ajouter un tag. Et en fait, cette étiquette-là, on voit bien qu'elle a un nom, le none. On va appeler ça Hero. Hero. H-E-R-O. Donc là, en fait, ce que je viens de faire, c'est que pour la classe BP Hero, j'ai ajouté un tag Hero. Résultat, il a une étiquette et ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser ça pour dire au projectile, écoute, quand tu vas toucher un acteur, s'il a l'étiquette Hero, tu lui fais rien. Tu le laisses, c'est un pote, on n'a pas besoin de lui faire de dégâts. Donc du coup, je vais sortir du Hero, donc j'ai ajouté mon étiquette du Hero, je vais aller dans le BP Projectile, et ici, en fait, avant de faire des dégâts, donc ici je vérifie, est-ce qu'on a bien l'interface? Oui, mais à ce stade-là, l'interface, comme elle va être installée sur le player, à ce stade-là, on peut être soit un ennemi, soit un héros. Donc je vais appuyer sur Alt et je vais cliquer ici pour éloigner un petit peu tout ça. Et là, je vais ajouter un deuxième branch. Donc je maintiens la touche B de mon clavier, je clique ici, je mets là, et donc on va tester un truc, c'est que là, je vais prendre ce truc-là, ce câble-là, donc n'oubliez pas, ce câble-là, c'est l'autre acteur, Other Actor.
Donc, en l'occurrence ici, c'est l'ennemi ou le héros. Et donc, je vais tirer un câble et je vais taper tag. Et là, vous avez la fonction actor has tag. Vous cliquez dessus. Donc là, je vais double-cliquer pour faire de l'espace encore et mettre ça ici. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On demande, est-ce que l'acteur en question, celui que tu as touché, est-ce qu'il a un tag? Et quel tag est-ce qu'on veut tester? Je vais venir ici et je vais taper hero. Donc H-E-R-O, comme d'habitude. Attention, respectez bien la casse. Moi, j'ai commencé avec H majuscule et j'ai mis le reste en minuscule. Si vous l'avez fait, faites pareil. Mais en tout cas, assurez-vous d'avoir exactement la même manière d'écrire. Donc là, ici, je teste. Est-ce que l'acteur a un tag qui s'appelle hero? Et avant ça, je vais tirer un câble et je vais faire un not boolean. Pourquoi est-ce que je fais un not boolean? C'est tout simplement pour dire, est-ce que l'acteur en question n'a pas le tag hero? Parce que s'il n'a pas le tag hero, dans ce cas-là, BP Projectile peut faire des dégâts à cet acteur. Ok? Donc là, ça permet de dire, on vérifie si l'acteur qui a été touché n'a pas le tag hero. Donc là, je vais mettre un petit commentaire et je vais dire, les projectiles ne font pas de dégâts au player. Voilà, les projectiles ne font pas de dégâts au player. Donc là, pour récapituler, lorsque le projectile va toucher un acteur, on ne sait pas quel type d'acteur c'est encore, on va juste te demander dans un premier temps, est-ce que tu implémentes l'interface BPI Damageable? Si tu implémentes l'interface BPI Damageable, tu peux prendre des dégâts. Par contre, je veux quand même vérifier un autre truc, c'est est-ce que tu n'as pas le tag Hero? Si tu n'as pas le tag Hero, ok, tu es bien la bonne classe à laquelle je peux faire des dégâts. Et dans ce cas-là, ok, je te fais des dégâts. Donc là, c'est bon, ça va pas être possible de vérifier parce qu'encore une fois, le héros ne peut pas être touché par les projectiles. Mais par contre, on va faire un dernier truc, c'est que si jamais le projectile touche quelque chose, on va le détruire. Parce que finalement, lorsque je compile et que je viens ici pour lancer l'exécution, les projectiles, c'est pas super réaliste parce qu'ils traversent l'ennemi. Ils font des dégâts à l'ennemi, mais ils le traversent. Nous, on veut que dès qu'un projectile touche quelque chose, qu'il disparaisse. Au moins, on va pas tricher en mode, admettons, il y a une ligne de 200 ennemis, on fait 200 dégâts d'un coup. On veut toucher seulement l'ennemi qui est juste devant. Et pour ce faire, je reviens dans mon BP Projectile. Et ici, en fait, on va utiliser la fonction que nous avons utilisée dans l'ennemi. C'est la fonction Destroy Actor. Je fais un clic droit, je tape Destroy Actor. Donc, je prends ça. Et Destroy Actor, ça va détruire un acteur, lequel... Ici, le target, c'est l'acteur qu'on va détruire, donc c'est self, donc c'est soi-même. Donc dans quel cas est-ce qu'on va détruire le projectile? On va le détruire s'il touche quelque chose qui n'implémente pas l'interface. D'accord? Et on va le détruire aussi si il touche quelque chose qui est censé être détruit. Qui est censé recevoir des dégâts, pardon. Donc là, je fais un peu d'espace. Et donc ici, si le projectile touche un acteur, s'il n'implémente pas l'interface, donc s'il ne reçoit pas de dégâts, on détruit le projectile. S'il peut recevoir des dégâts, on ne détruit le projectile que si c'est l'ennemi. Si c'est le player, on ne fait rien. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? Parce que si le projectile rebondit, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que, en fait, en gros, il va traverser le player pour toucher l'autre ennemi qui se situe derrière, par exemple. Après, si vous voulez le supprimer, il n'y a pas de souci, vous pouvez rajouter le destroy. Donc là, c'est bon. Je vais sélectionner ça. Je vais mettre un commentaire et je vais appeler ça gère le fait de faire des dégâts aux ennemis. Et voilà. Donc là, c'est bon. J'active la visibilité de la petite bulle. Tac. Je mets mon petit skin gris. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans le viewport. Et là, si je lance l'exécution, regardez ce qui se passe. Quand je touche l'ennemi, voilà. Le projectile est détruit par l'ennemi. Et ce qui est cool, c'est que là, regardez, si ça touche le décor, ça reste coincé dans le décor, donc bon, pour le coup, c'est pas super intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de là, et on va dire, écoute, peu importe ce que tu touches, je vais venir ici dans le projectile, je vais dire, écoute, à partir du moment où tu touches quelque chose, tu es détruit. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Non, non, en fait, c'est juste à cause des collisions. Excusez-moi, c'est simple, c'était juste à cause des collisions. Donc je vais dans le projectile collision, et ici, en fait, on va devoir faire une petite modification. Voilà, cette partie-là, est-ce qu'on met sur... Alors, je vais faire un test, je vais mettre ça sur Overlap All Dynamic. Voilà, et ça va tout overlapper. Voilà, vous laissez plutôt ça sur Overlap All Dynamic. Résultat, en fait, le truc, c'est que là, pour le coup, ce qui se passait, c'est que si je mettais sur Overlap Only Pawn, ce qui se passait, c'est que les pawns, en fait, ils traversent
D'accord? Il overlap que les pawns et tout le reste, il est bloqué par tout le reste. C'est-à-dire que les murs, comme c'est pas des pawns, donc c'est pas des choses qu'on peut contrôler, et ben en fait, il est bloqué. C'est pas super réaliste pour un laser. Donc pour le coup, on va juste mettre overlap all dynamic. Voilà. Comme ça, au moins, je compile et résultat, il va pouvoir overlapper tout ce qu'il touche. Enfin, tous les acteurs. Donc je regarde dans le minmap, je lance. Donc là, je touche l'ennemi, c'est bon. Je touche le mur, ça traverse le mur. C'est un peu plus réaliste, on va dire. Vous pouvez aller plus loin, mais pour le coup, on va dire que c'est suffisant. Donc là, on peut faire des dégâts aux ennemis, c'est super sympa. Et par contre, ce qui va être cool, c'est quand on va commencer à faire des dégâts aux héros avec les ennemis. Et c'est ce que nous allons voir justement dans la leçon suivante. Ok, alors donc maintenant nous allons nous attarder sur le fait de recevoir des dégâts lorsqu'on se fait toucher par les ennemis. Et comment est-ce que ça va fonctionner? En gros, nous allons faire en sorte que tant qu'un ennemi est suffisamment proche du héros, donc du joueur, du player, il va lui faire des dégâts de manière répétée, à un taux de répétition défini en quelque sorte. C'est-à-dire que si l'ennemi est suffisamment proche du player, il va lui faire par exemple 5 dégâts toutes les secondes, par exemple, un peu à la manière du gun que nous avons implémenté plus tôt. Et bien sûr, pour que le héros puisse recevoir des dégâts, nous allons devoir implémenter le Blueprint Interface BPI Damageable que nous venons de créer. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur CTRL espace pour ouvrir le content. Je vais aller dans le dossier Top Down Shooter, Core, et là je vais ouvrir le BP Hero. Donc je vais double-cliquer dessus. Et donc là, ça va faire office de petite révision en quelque sorte. Nous allons implémenter l'interface dans le BP Hero, et pour ce faire, je vais venir ici dans Class Settings. Je vais cliquer dessus, et là, tout en bas, ici, vous avez Inherited Interfaces. Donc, je me rends compte que je gêne un petit peu. Donc, ici, Inherited Interfaces, on va cliquer sur Add. Et là, je vais taper BPI et je vais choisir le BPI Damageable, celui-là. Donc là, vous allez voir que dès que je vais cliquer, on va avoir un truc Interface qui va apparaître par ici. Donc là, clique et voilà. Et on a bien la fonction Affect Health qui est ajoutée automatiquement au BP Hero. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir l'implémenter. Donc je vais double-cliquer dessus pour créer une implémentation. Voilà, ça va m'ajouter ça dans le graphe. Tout à l'heure, je vous ai montré comment l'ajouter en faisant un clic droit, en cliquant ici sur Implement Event. Par exemple, là, je vais supprimer, clic droit, on a Implement Event, ou vous pouvez tout simplement double-cliquer dessus et ça va vous ajouter un event dans votre event graph. D'accord? Donc ça, c'est bon. Et donc ici, je vais commencer à coder toute la logique. Donc bien sûr, le BP Hero hérite de la classe BP Caractère et a donc des fonctionnalités pour gérer ses points de vie. Donc ici, on rentre avec un delta dans le Affect Health. Et la première des choses que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble et je vais faire un Update Health Points. Celui-là. D'accord? Ça permet de mettre à jour les points de vie. Je vais brancher le delta ici. Et ensuite, tant qu'à faire, en attendant qu'on ait une interface utilisateur, on va dire, qui va permettre d'afficher une sorte de barre de vie au-dessus du jeu, nous allons juste faire un petit print string pour afficher du coup les nouveaux points de vie du joueur, de manière à vérifier si notre système fonctionne correctement. Donc là, je vais tirer un câble, je vais taper print string, et tiens, maintenant que j'y pense, je vais sortir du script et je vais vous montrer un petit truc. Ici, je vais déplier ça. Je vais changer la couleur, je vais mettre ça à quelque chose comme du rose par exemple. Voilà. Ça va écrire mon texte en rose à l'écran. Ici, on peut choisir la durée d'affichage. Et en fait, là, ce que je voulais vous montrer, c'est un truc du genre, voilà, ici, si je branche ça, voilà, on a donc un truc qui va convertir le nombre en texte pour l'afficher à l'écran. Et donc, si je fais ça, ça va afficher les nouveaux points de vie. Donc, si j'ai par exemple 100 points de vie, j'en perds 5, ça va afficher 95, 90, etc. Et en fait, vous voyez que depuis tout à l'heure, ce qu'on fait depuis le début de cette formation, c'est qu'on utilise souvent les print strings pour afficher des données. Et le souci, c'est que au fur et à mesure, à force d'afficher des choses à l'écran, on finit par oublier, attends, mais 95, c'est les points de vie du héros, c'est le point de vie de l'ennemi. Et donc, pour faciliter ces choses-là, on veut peut-être ajouter des sortes d'informations, des informations supplémentaires pour mieux comprendre un peu ce qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, je vais appuyer sur Alt sur mon clavier, je vais maintenir la touche Alt de mon clavier et je vais cliquer là pour retirer la connexion. Ensuite, ici, je vais tirer un câble depuis le string. Voilà, je vais le lâcher et je vais taper Append, A-P-P-E-N-D. Append. Vous allez ajouter ça. Et en fait, le append, qu'est-ce que ça fait? Ça va prendre deux morceaux de texte et ça va les coller les uns à la suite des autres. Par exemple, si je tape ici Hello dans A et dans B, je vais taper par exemple tout le monde, ça va me créer un texte une phrase qui écrit du coup Hello et ensuite tout le monde. Donc ça va coller les deux à la suite et ça va afficher Hello tout le monde. D'accord? Donc moi, ce que je veux faire maintenant, c'est que là, pour utiliser ce append, je vais brancher le résultat des points de vie ici dans la partie B.
ok? Et ici, dans la partie A, je vais taper PV joueur, point de vie du joueur. PV joueur, espace, égale, espace. Comme ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va faire appel à Affect Health, on va faire perdre des points de vie au héros, et ensuite, les nouveaux points de vie, donc, admettons c'est 95, on va les ajouter à la suite du texte PV joueur. Et résultat, on va mettre PV joueur égale 95. D'accord? Ça va être pratique, vous allez voir que c'est plutôt pratique pour débugger un peu et voir un peu tout ce qui se passe. Donc là, je vais cliquer ici pour réduire un petit peu, prendre moins de place. Je vais ranger tout ça, voilà. Je vais mettre ça là, ici. Et ça, je vais mettre là. Voilà. Donc là, ça me fait un petit peu d'espace. Et ensuite, bien sûr, il faut qu'on prenne en compte le cas où le héros n'a plus de points de vie. Et donc, pour le moment, si le héros n'a plus de points de vie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste détruire l'acteur. Vous allez voir, d'ici la fin de cette leçon, si je ne me trompe pas, ça va poser problème et nous allons régler ça justement un petit peu plus tard dans cette formation. Mais pour le moment, on va se contenter de ça, juste histoire de voir si ça fonctionne correctement. Donc ici, je vais tirer un câble, je vais ajouter un branch. Voilà. Donc je mets le branch, et là qu'est-ce que je vais faire? En gros, ce que je vais faire, c'est que le player, il a perdu des points de vie, on va afficher ses nouveaux points de vie, et en plus de ça, on va vérifier si ces points de vie, finalement, ils sont passés en dessous de 0. D'accord? On va vérifier si les points de vie du player sont passés en dessous de 0, et pour rappel, dans Update Health Points ici, si je double-clique dessus, ça va m'ouvrir l'implémentation. On fait déjà la vérification du Update is dead. Donc tout ce qu'on a à faire ici, donc je reviens dans le BP Hero, tout ce qu'on a à faire ici, c'est prendre la variable isDead et vérifier si elle est à true, si elle est juste. Donc je fais un clic droit, je vais taper get isDead, voilà, je vais prendre ça, je vais brancher ça là, et là automatiquement, si isDead est mis à true, on va passer par là, ça veut dire que le player est mort, donc le héros, et si il n'est pas mort, on va passer par ici, et donc on va rien faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si le héros est mort, je vais tirer un câble depuis true, je vais faire destroy actor. Voilà, donc on va juste détruire l'acteur si le héros n'a plus de points de vie. D'accord? On va laisser ça tel quel pour le moment. Je vais sélectionner tout ça. Je vais mettre un petit commentaire. J'appuie sur la touche C de mon clavier. Et là, je vais taper « Gère la prise de dégâts du héros ». Voilà. Là, il y a ce qu'on appelle, dans le commentaire que je viens de faire, de la redondance. C'est-à-dire qu'en fait, on dit gère la prise de dégâts du héros, mais concrètement, on est bien dans le BP Hero, ok? Donc c'est un peu de la redondance, on aurait pu tout simplement mettre gère la prise de dégâts. D'accord? C'est plus clean, ça prend moins de caractères et tout, et c'est plus facilement lisible. Donc je mets mon skin habituel, donc le petit skin gris qui va bien, voilà, je vais le stocker là pour ne pas l'oublier. Ensuite, je vais cliquer sur Show Bubble When Zoom, comme ça, lorsque je vais reculer, on va voir ici que je peux gérer la prise de dégâts à travers ce code-là. D'accord? Donc, avant de pouvoir tester, bien sûr, il va falloir implémenter chez les ennemis la possibilité de faire des dégâts au héros, mais pour le moment, cette fonctionnalité, elle est bonne, on va la modifier un petit peu plus tard. Donc, maintenant que j'y pense, ça me fait penser à un truc. En fait, il faut qu'on fasse un truc qui est important, que je viens d'oublier, justement, c'est que, en gros, vous voyez là, les ennemis, tant qu'ils vont être suffisamment proches du héros, et en fait, ils vont lui faire des dégâts. Le souci, c'est que on risque de se retrouver dans un cas où, on va faire des dégâts alors que le héros n'est pas encore mort. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que là, vous voyez, on a le Destroy Actor. Si j'arrive à la fin des points de vie du héros, donc je vais lancer des dégâts, admettons que je suis à 5 points de vie. Je vais faire 10 dégâts, donc je tombe à moins 5. Je vais afficher, écoute, il te reste moins 5 points de vie. Tu es mort, donc tu es détruit. Sauf que plus tard, la fonctionnalité que nous allons implémenter, une fois qu'on va passer aux animations du personnage, c'est que ici, dès que le player va mourir, dès que le héros va mourir, on va jouer une animation de mort. Il va tomber. Et en fait, le temps qu'il finisse son animation de chute, en attendant que lorsque l'animation de chute va être terminée, c'est seulement à ce moment-là qu'on va le détruire. Et en fait, ce qui risque de se passer, c'est que vous voyez ici, il va être mort, on va lancer une séquence d'animation de mort, et en fait, tant qu'il n'est pas mort, concrètement, tant qu'il n'a pas été détruit, on pourra toujours lui faire des dégâts. Et ça risque de poser problème, notamment, par exemple, je sais pas, si vous mettez si vous mettez un son que le player fait lorsqu'il est touché, genre en mettant il se fait toucher comme ça, par exemple, et en fait, alors qu'il est en train de mourir, on va entendre encore les cris du héros, et c'est pas forcément très professionnel. Donc ici, pour corriger tout ça, je vais éloigner le commentaire, je vais prendre ça, je vais éloigner un petit peu, et en fait, on va dire, écoute, lorsque l'ennemi va chercher à faire des dégâts au héros, on ne va lui faire des dégâts que s'il n'est pas mort. Donc je vais tirer un câble ici,
Alors, petite astuce, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas vu encore. Vous voyez là, il y a un câble qui relie les deux nodes. Si je tiens un câble ici et que je fais branch, ça va me mettre un node automatiquement entre les deux. D'accord? Donc ça, c'est bon. Ici, je vais double-cliquer là, pour faire un peu d'espace. Je vais mettre ça comme ça. Je vais double-cliquer pour ajouter un autre reroute node. Voilà. Et là, je vais prendre le isDead qui est dispo ici. Je vais faire CTRL-C. Je vais venir là. Je mets ma souris ici. En fait, quand je vais appuyer CTRL-V, ça va coller une copie du isDead à l'endroit de ma souris. Donc ici, CTRL-V, voilà, ça le met juste là. Donc là, je tiens un câble. Je vais dire not boolean. Voilà. Vous cliquez dessus. Et là, on dit, bah écoute, lorsque tu veux faire des dégâts, si le héros is not dead, donc n'est pas mort, dans ce cas-là, oui, tu peux faire des dégâts. Si c'est faux, donc ça veut dire que s'il est vraiment mort, dans ce cas-là, on ne fait rien du tout. D'accord? Donc là, je vais mettre un petit commentaire, ici, une petite bulle. Je clique sur ça, là, et je vais taper « On ne reçoit de dégâts que si on n'est pas encore mort. » Voilà. Donc là, c'est bon. La logique qui permet de gérer la prise de dégâts du côté du héros est terminée. Et cette fois-ci, nous allons nous attaquer sur le fait de faire des dégâts avec les ennemis. Donc là, je compile, je sauvegarde et on peut fermer ça. Voilà, on se retrouve ici dans le viewport. Alors donc là, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais ouvrir le BP ennemi qui se trouve du coup dans le dossier core. Je vais double-cliquer dessus. Et donc ici, je vais aller dans le viewport. La première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter ce qu'on appelle une hitbox, une boîte de dégâts. Une boîte de dégâts, c'est quoi? Ça va être une boîte que nous allons venir placer juste devant l'ennemi. Donc, elle va être placée ici. Et en fait, c'est cette boîte-là qui va permettre de définir si le player est suffisamment proche de l'ennemi. D'accord? Si le héros est suffisamment proche de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il est dans cette boîte-là. Et dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, l'ennemi va pouvoir commencer à faire des dégâts au héros. Par contre, si le héros sort de la boîte, ça voudra dire qu'il n'est plus suffisamment proche de l'ennemi et il ne va donc plus recevoir de dégâts de la part de l'ennemi. Donc, pour ajouter notre collision, notre box collision, notre hitbox, je vais venir ici dans Add, je vais cliquer et je vais taper box, B-O-X. Et vous allez choisir box collision. C'est exactement la même chose qu'une capsule ou qu'une sphère que nous avons utilisée dans le cas du projectile. Et je vais cliquer ici. Et la seule différence, c'est que du coup, ça a la forme d'une boîte. Ok, donc c'est une boîte de collision. Pour commencer, je vais renommer ça. Donc je vais venir ici. Je vais sélectionner le box juste là. Je vais cliquer dessus. Je peux appuyer sur F2 pour renommer. C'est une petite astuce. Ça permet aussi de renommer les choses sur Windows pour ceux qui ne savent pas. Alors je vais taper Player Damaging Box. Ça veut dire que c'est la boîte qui fait des dégâts au player. Donc vous voyez que depuis le début de cette formation, j'alterne souvent entre héros, player, joueur. C'est exactement la même chose, d'accord? BP Hero, j'aurais pu l'appeler BP Player. Ça fait exactement la même chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ça juste devant. Voilà. Et là, pour le coup, c'est un petit peu gros. La box, je sais pas combien elle fait. Voilà. Ici, elle fait 32 par 32 par 32. Ça veut dire qu'en fait, la moitié d'un côté fait 32 cm. Ça veut dire que la box, elle fait 64 par 64, ce qui est un petit peu trop grand pour le coup. Donc ici, je vais venir changer les paramètres du box extent. Donc le box extent, ça permet de définir les dimensions en X, en Y et en Z. Et en gros, ça représente en fait, comme ce que je viens de dire finalement, la moitié d'un côté. Donc ici, 32, en vrai, c'est 64. Donc moi, je vais taper ici dans box extent, je vais mettre ça à 15 en X pour réduire un petit peu la distance. Ensuite, je vais venir dans la partie Y, donc la deuxième partie ici, je vais mettre ça à 24. Voilà, ça va réduire légèrement sur l'axe Y, là, ici, le vert, là, qu'on peut voir là. Et enfin, je vais taper 65 au dernier sur l'axe Z, ici, pour agrandir et faire en sorte que la box ait la même taille que l'ennemi, pardon. Ensuite, je vais me placer ici, tant qu'à faire, pour être vraiment bien précis, je vais cliquer là, perspective. Je vais venir faire une vue top, une vue du dessus. Voilà, ça me permet de voir si la boîte est correctement centrée par rapport à l'ennemi. Donc on peut voir ici qu'il y a un petit jeu hein, finalement. Si je mets la boîte là, elle est légèrement plus petite par rapport à l'ennemi sur l'axe des Y, donc l'axe vert là ici. Et ensuite je vais m'assurer que la boîte soit placée, voilà, pile ici. Vous voyez, là je suis bien à cet endroit-là, donc entre les deux. Ok, donc là c'est cool. Ensuite je vais me mettre dans vue de côté, donc right par exemple, ici.
Je vais cliquer, je regarde, est-ce que c'est bien placé? Ouais, c'est suffisamment bien placé, donc tout est OK. Donc je viens, je fais perspective, OK. Et ensuite, je vais venir ici, donc tout en gardant la box de sélectionner. Je mets ma caméra à 2 pour aller moins vite, voilà. Je sélectionne ma box et en fait, là sur la droite, vous allez venir chercher, alors il y a Collision, cette partie-là. D'accord? Collision, vous avez Collision Presets. Si je déplie, on a tout un tas de paramètres différents. Mais en fait, il faut juste venir ici, Overlap All Dynamic. Vous allez cliquer dessus et vous allez choisir Overlap Only Pawn. OK? Voilà. En fait, ici, ce qui va se passer, c'est que quand le player va se retrouver dans cette boîte-là, on va lui faire des dégâts. Si on avait laissé Overlap All Dynamic, qu'est-ce qui va se passer? En fait, en gros, Overlap All Dynamic, c'est que ça va overlapper tout, un peu comme ce que nous avons fait dans le cas du projectile avec les murs. Vous vous rappelez? En fait, ici, le Overlap All Dynamic, ce truc-là, en fait, il va prendre en compte même les projectiles. Et là, c'est pas bon parce que du coup, on ne veut pas avoir d'interaction avec les projectiles. On veut que cette boîte-là soit invisible aux yeux des projectiles. Donc ici, c'est pour ça que je choisis cette partie-là et je fais Overlap Only Pawn. On ne prend en compte que les pawns. Donc les pawns, dans notre cas, dans notre jeu, les pawns, ce sont soit les ennemis, soit le player. Donc il va bien sûr falloir tester si quand on overlap un pawn, est-ce qu'on a affaire à l'ennemi ou est-ce qu'on a affaire au player. Donc ici, ça c'est bon, je compile, je sauvegarde et on va pouvoir continuer. Alors maintenant, pour lancer la logique de dégâts, nous allons devoir détecter le moment où le player entre dans cette boîte. Alors, je vais appuyer sur CTRL espace et je vais ouvrir le BP projectile. Tiens, ça me fait penser, je vais vous montrer une autre astuce. Regardez, ici, soit je vais dans Weapon et je tape projectile, mais une autre astuce pour aller encore plus vite, c'est que vous appuyez CTRL P. Et là, ça va vous ouvrir ce truc-là qui permet d'ouvrir un asset rapidement. Vous allez taper BP projectile. Voilà, et vous avez le projectile ici, donc vous double-cliquez, ça vous permet d'éviter d'avoir à aller le chercher dans votre structure de fichier. Donc vous voyez que là, c'est relativement simple, hein, mais lorsque vous allez travailler sur des projets vraiment plus compliqués, connaître ce genre de raccourci, ça permet d'aller plus vite. Donc là, si vous vous rappelez bien, dans le BP projectile, pour détecter lorsque le moment où le projectile touchait un ennemi, en fait, on a utilisé le Event Actor Begin Overlap, d'accord? C'est cool, mais nous, pour pratiquer, nous allons utiliser une autre méthode. Je vais venir ici dans le BP ennemi. Voilà. Et je vais venir choisir le Player Damaging Box. Ensuite, vous allez tout en bas. Et là, tout en bas, donc je vais me mettre sur le côté à gauche, voilà ici. Vous avez ici une partie Events. Tout en bas du Detail, vous avez Events. Et vous avez On Component Hit, On Component Begin Overlap, End Overlap. Vous avez tout un tas de trucs qui apparaissent ici, des noms qui apparaissent. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit plus ici. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que toutes ces choses-là, ce sont des événements qui peuvent arriver. Et en fait, vous allez devoir choisir quel événement est-ce que vous voulez écouter, quel événement vous voulez enregistrer et pour quel événement vous voulez faire quelque chose en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ici, On Component Hit, c'est quand quelque chose va toucher ce component. Begin Overlap, c'est lorsque quelque chose va entrer dans ce component, donc c'est ce qu'on va utiliser. End Overlap, c'est lorsqu'il va sortir du truc et tout. Et voilà, on a tout un tas de trucs intéressants. Et nous, ce qu'on veut, c'est détecter le moment où le player entre dans cette boîte. Donc là, je vais venir On Component Begin Overlap, je vais cliquer un petit plus, et ça va m'ajouter cette fonction directement dans l'event graph. Et donc, en fait, en gros, ici, On Component Begin Overlap, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on veut utiliser spécifiquement ça? En fait, le On Component Begin Overlap, contrairement au Actor Begin Overlap, lui, en fait, il va chercher les collisions avec ce component spécifiquement. Si on avait utilisé le On Actor Begin Overlap comme nous avions fait pour le projectile, en fait, on pourrait faire des dégâts au player à la fois avec la capsule et avec la box. En gros, Actor Begin Overlap va prendre en compte tous les overlaps qui ont lieu avec cet acteur, peu importe le component. Nous, on veut choisir spécifiquement ce component-là pour pouvoir faire une action bien précise. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence-là? C'est juste de 1 pour pratiquer, et de 2 parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, vous allez vouloir créer une autre box que vous allez mettre sur le côté, et qui va permettre de heal les alliés, par exemple, de l'ennemi. Peut-être que vous voulez dire que, écoute, si jamais je touche cette boîte-là, cette boîte qui est ici, je vais faire 5 dégâts. Par contre, si jamais je vais sur le player directement avec ma capsule de collision, et dans ce cas-là, je vais choisir la capsule ici, et là, je vais venir choisir On Component Begin Overlap. Et résultat, on pourra traiter 2 cas différents. On pourra dire, écoute, si jamais tu touches la box, tu fais 5 dégâts. Si tu touches la capsule, tu en fais 10 par exemple. D'accord? Donc voilà la différence entre le On Component Begin Overlap et Actor Begin Overlap.
Donc là, vous voyez qu'ici, on a onComponent begin overlap et entre parenthèses, le component qui est concerné. Donc, dans notre cas, c'est player damaging box et ici, c'est capsule component. Donc, moi, je prends le capsule component, je vais supprimer, on n'en a pas besoin. Et du coup, on a cet event-là qui a été ajouté à notre graphe. Alors ici, il y a en tout 6 paramètres d'entrée et un pin d'exécution. Les paramètres, je vais vous expliquer les 3 premiers parce que ce sont les plus importants finalement. Overlapped component, c'est le component qui a été touché. Donc en l'occurrence ici, c'est le player damaging box. Le other actor, c'est justement quel autre acteur est entré dans ce component. Donc dans notre cas, on va vouloir vérifier est-ce que c'est le player qui est entré dans la box. Et enfin, le other component, c'est si on a besoin d'un peu plus de précision. D'accord? Imaginez, je vais appuyer sur CTRL espace, je vais ouvrir le player, donc je vais double-cliquer sur BP Hero. Et admettons ici, je sais pas, vous voulez faire un overlap avec le fusil ou la capsule et faire une différence, faire autre chose en fonction de si on overlap l'un ou l'autre. Et ben en fait, c'est grâce à ce truc-là, au other component, qu'on va pouvoir justement différencier si on a touché la capsule ou le gun. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons vérifier, dès que quelque chose va overlapper avec notre fameuse box, on veut vérifier si il s'agit du player. D'accord? Donc le other actor, c'est celui-là. Donc on va prendre l'autre acteur, je vais tirer un câble, et je vais faire un cast. Je vais taper BP, espace, hero. Et là, vous avez cast to BP hero. Voilà. Donc ici, on a déjà utilisé le cast plusieurs fois dans cette formation, si je ne me trompe pas. Et en gros, ça permettait, dans notre cas, d'accéder à des fonctionnalités bien précises. Donc, vous voulez des fonctionnalités spécifiques du héros, on utilisait un cast. Mais en fait, ici, on va juste l'utiliser pour vérifier s'il s'agit bien du bon type d'acteur. Donc là, par exemple, ici, hop, mais ça là, en gros, on dit, écoute, un acteur est entré en contact avec ma hitbox, et ben maintenant, je veux vérifier, est-ce que cet acteur en question, c'est un acteur de type hero? Si c'est pas un acteur de type hero, ça va passer par là. Si c'est un acteur de type hero, ça va passer par là. Et en plus de ça, on aura une référence ici pour pouvoir faire appel à des éventuelles fonctionnalités si on a besoin d'utiliser les fonctionnalités de cet acteur. Donc, la deuxième chose que je vais faire ici, c'est que je vais faire un clic droit sur le BP hero et je vais faire promote to variable. Ça va stocker cette référence-là dans une variable. Ici, dans une boîte, je vais appeler ça hero. Le héros. Pourquoi est-ce que je stocke ça ici? Ça va faciliter finalement le fait de récupérer le héros. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que comme je prends cette référence-là et je la stocke dans la boîte, je dis écoute, au moins cette boîte-là, si jamais j'ai besoin de faire quelque chose sur le héros, j'ai juste à prendre cette boîte, je sais qu'à l'intérieur, il y a une référence qui permet de savoir où se trouve le héros dans le monde et de savoir, de pouvoir faire des dégâts sur lui ou des choses de ce style-là. Donc ça, c'est bon, j'ai récupéré le héros et maintenant je vais tirer un câble et je vais taper affect health et je vais prendre BPI damageable affect health, celui-là. Ça va permettre d'appeler la fonction de BPI damageable directement sur le héros lorsqu'on va le toucher. D'accord? Donc le delta ici, je vais mettre ça à -5 pour faire 5 dégâts. Là, je vais faire un clic droit et pour mode variable pour stocker du coup ce delta dans une variable pour y accéder plus facilement. Donc je vais taper damage amount. Voilà. Je vais compiler pour prendre en compte tous ces changements-là. Et résultat, plus tard, si jamais vous voulez changer les dégâts que l'ennemi peut faire au héros, plus besoin d'aller chercher où est-ce que ça se trouve dans le code. Vous avez juste à venir soit ici dans les variables, choisir damage amount et choisir une valeur supérieure, genre -10 ou un truc de ce style-là. Soit vous venez dans classe default. D'accord? Vous venez dans classe default et là, vous avez normalement cette partie-là, default, qui permet de changer les paramètres par défaut des différentes variables. Donc le body color, is dead, health points et le damage amount. D'accord? Donc une petite astuce d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ici, c'est classé dans default. Mais par exemple, si vous voulez stocker tout ça dans un endroit bien précis, vous allez venir sélectionner le damage amount et là vous allez dire, écoute, je veux classer ça dans une autre catégorie. Vous voyez ici, vous avez catégorie default. Là en fait, vous allez cliquer dessus et vous allez renommer ça en, je sais pas, my parameters. Voilà. Ok, donc vous voyez que là automatiquement la variable a été rangée dans un endroit my parameters. Et là, si je compile et que je vais dans classe default, cette fois-ci, vous allez voir que vous allez voir ici une partie my parameters avec damage amount. D'accord? Donc c'est un petit truc pratique, ça permet de bien ranger ces variables pour savoir quelles sont les variables qu'on peut utiliser, quelles sont les variables qu'on peut modifier ou non. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais sélectionner ça. Je vais mettre un petit commentaire. J'appuie sur la touche C de mon clavier. Fait des dégâts
au héros une fois. Vous allez voir, ce une fois, ça a son importance. Donc là, je clique ici, je mets mon skin, OK, show bubble. Donc là, je compile et on va pouvoir tester tout ça. Donc je lance, on a l'ennemi qui se trouve ici, je vais aller vers lui, et hop, PV joueur 95, PV joueur 90, PV joueur 80. Vous voyez que ça descend tout doucement, et qu'on a bien du coup fait afficher PV joueur égale quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est bon, mais maintenant, nous allons vouloir faire des dégâts aux joueurs tant qu'ils restent dans le range de l'ennemi. Alors, avant d'implémenter la logique justement qui permet de faire des dégâts de manière répétée, je voulais vous montrer plus précisément ce qui se passe réellement lorsqu'on fait des dégâts au player. Donc ici, je vais venir dans le viewport de l'ennemi, et là, je vais sélectionner ma box. Ensuite, je vais venir ici. Alors, vous avez le line thickness, ce truc-là. D'accord? Si je mets ça à 2, ça permet d'agrandir la box et de mieux la voir. D'accord? Donc je la mets comme ça, par exemple. Je mets à 2, ça permet de mieux la visualiser. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Là, pour le coup, je vais juste vous montrer quelque chose. Là, je vais mettre ça en jaune, par exemple. Là, ça va changer un peu la couleur de la box, en quelque sorte, ici. Et là, en fait, je vais venir... Par exemple, vous voyez quand je lance le jeu. Ce qui se passe quand je lance le jeu, on ne voit plus la box en question sur l'ennemi. D'accord? On ne voit même pas sa capsule d'ailleurs. C'est tout simplement parce que ce sont des components qui sont invisibles. Si on veut faire du débugage pour vérifier si tout fonctionne bien, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir ici. Donc, en sélectionnant le Player Damaging Box, par exemple, vous avez Hidden in Game. Ça veut dire que c'est caché en jeu. On ne le voit pas, c'est invisible. Donc, je vais cliquer ici, je vais décocher ça. Ça ne change rien là, mais vous allez voir que quand je vais compiler et lancer le jeu, cette fois-ci, on voit la box. Et en fait, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez là, quand l'ennemi me fait des dégâts, il me fait des dégâts, je suis à 95, mais en fait, pour qu'il puisse me refaire des dégâts, il faut que je sorte de la box, et là, il me refait des dégâts. Si je bouge juste un petit peu, regardez, je bouge à peine, sans jamais sortir de la box, il ne me fait pas de dégâts. Okay, vous voyez qu'en haut, il n'y a pas de print string qui apparaît. Il faut vraiment que je sorte de la box, et que je revienne dedans, pour qu'il me refasse des dégâts. Tout simplement, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? C'est simple, en gros, ici, vous voyez dans l'event graph, le onComponent begin overlap, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Vous avez le mot begin, ça veut dire que quand ça commence, quand l'overlap a commencé, c'est-à-dire que dès que le player entre dans le truc, c'est l'action d'entrer dans la box qui fait des dégâts. Pour pouvoir relancer toute cette logique-là, il faut re-rentrer dans la box. Et donc, pour rentrer dans la box, bah forcément, il faut sortir de la box pour ensuite revenir. D'accord? C'était vraiment juste une petite précision parce que je sais que c'est souvent un problème, je le vois en particulier avec mes élèves. Et donc, ça, c'est bon. Et du coup, maintenant, nous allons pouvoir faire notre logique qui va permettre de faire des dégâts de manière répétée. Alors, pour corriger ça, pour faire en sorte de pouvoir faire des dégâts de manière répétée, nous allons utiliser un timer. Alors, si vous vous rappelez bien, les timers, nous en avons utilisé plusieurs, donc normalement, ça devrait aller. Ici, je vais venir là. La première des choses, c'est que je vais créer la fameuse fonction, le fameux event qui va être répété de manière, qui va être appelé de manière répétée. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais taper custom event pour ajouter mon propre event. Ce custom event, je vais le renommer en damage hero. Ça permet de faire des dégâts au héros. Et c'est là où justement le fait de stocker la référence du héros dans la variable, c'est pratique parce que justement je peux venir chercher cette variable là. Et là en fait je vais juste faire appel à cette logique là, affect health. D'accord? Donc soit vous copiez, moi je vais retaper juste histoire de bien pratiquer. Donc je vais tirer un câble, je vais taper affect health et je vais choisir le BPI damageable affect health, celui-là. Je vais brancher ici. Ensuite, je vais prendre le damage amount, je ne vais pas copier ça, je veux juste pratiquer. Je prends le damage amount, je vais venir là, je vais le lâcher et je vais faire un get pour récupérer ce qui est stocké dans cette variable. Donc je branche ça là. Et donc là, nous avons vu que on peut faire des dégâts au héros. Donc là, je vais prendre ça, je vais mettre une petite bulle commentaire et je vais mettre la même chose que ce qu'il y avait en haut, c'est fait des dégâts au héros une fois. Voilà, fait des dégâts au héros une fois. Alors pour le retour à la ligne, j'utilise la touche maj. Je maintiens la touche maj enfoncée, voilà, majuscule, et ça me permet de descendre sans valider le commentaire. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais prendre cette partie-là et je vais la supprimer. Donc maintenant, nous allons vouloir faire des dégâts au héros avec un timer. Alors, le timer, pour rappel, comment est-ce que ça fonctionne? Si vous vous rappelez bien, je vais venir ici dans le AIC Enemy, donc l'ennemi controller. Nous avons utilisé cette version du timer, set timer by event, qui permet de répéter toutes les secondes
cette action-là qui est reliée au travers de ce câble-là. D'accord? On a ce câble-là qui est lié à ça et qui permet de dire c'est cet événement-là qui va être lancé. D'accord? L'autre version du timer que nous avons vu, c'est la version du BP Gun qui était justement le set timer by function name. Ça, c'était le tout premier timer que nous avons utilisé. Lui, on donne le timer, on lui dit combien de fois tu répètes par seconde, et on lui dit, écoute, tu as une fonction quelque part ici qui s'appelle fire one projectile, et le timer pouvait trouver ce truc-là. Donc, l'inconvénient de ce type de timer, c'est que si jamais je change de nom et je mets fire two projectile au lieu de fire one projectile, le timer ne fonctionnera plus. Il faut donc que je me rappelle que j'ai changé ce nom-là. Je vous avais dit que c'était pas forcément très pratique parce que les choses en dur codées comme ça, en dur où il faut vraiment écrire les choses telles quelles, c'est compliqué parce que si jamais on modifie le nom d'une fonction parce que finalement on s'est rendu compte qu'on a mal nommé la fonction, il faut se rappeler qu'on l'avait utilisé dans des timers comme ça. C'est pour ça justement que ici dans le AICNME, je vous avais dit que ce timer-là, je le préférais parce que justement il était lié directement à l'event. Et donc même si je venais à renommer l'event, ils sont fous, il n'a pas besoin du nom. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a un câble qui l'attache à l'event correspondant. Donc moi, je vais vous montrer la dernière version des timers que je connais en tout cas, et qui est finalement ma préférée parce que ça relie un peu les avantages de ces deux versions. Parce que celle-là, bien sûr, cette version-là, le problème, c'est qu'il y a ce fameux câble. Donc si jamais je veux le mettre là-bas, lui, ou s'il y a toute une logique, ou même si je fais plusieurs timers à la suite et que je les relie avec des câbles, ça devient vite des spaghettis. Donc là, je vais vous montrer une astuce un peu plus simple qui va permettre d'utiliser cette même fonctionnalité sans avoir à les relier. C'est-à-dire que là, je vais venir dans le BPNME ici, et là, je vais tirer un câble, et je vais faire un set timer by event. Donc, c'est celui-là. OK? On va faire appel à exactement le même truc, sauf qu'il y aura une subtilité. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais cocher looping, bien sûr. Je vais dire que je veux faire des dégâts de manière répétée. Et ensuite, nous allons utiliser l'astuce que nous avons utilisée dans le cadre des projectiles pour tirer de manière répétée. C'est que je vais tirer un câble depuis le time. Et là, je vais faire un divisé. Je vais taper divisé sur mon clavier. Donc, divide. Je prends ça. Et je vais faire 1 divisé par 3. Ça veut dire que je veux répéter 3 fois cette fonction-là par seconde. Ça veut dire que 3 fois par seconde, on va faire 5 dégâts au player. D'accord? Donc, pour rappel, on prend une seconde, on la divise en 3 et ça permet de savoir tous les combien de temps est-ce qu'on veut faire des dégâts au héros. Donc là, ici, je vais stocker ça dans une variable, clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça attacks per second. Le nombre d'attaques par seconde. Je mets ça ici. Et là, maintenant, c'est la fameuse question, vous devez vous dire, ok, Evans, tu as utilisé littéralement le même set timer que celui-là, donc tu vas forcément le relier. Oui et non. Et en fait, comment est-ce que je vais faire ça? C'est que je vais tirer un câble ici, et je vais taper create event. Et en fait, le create event, ça va faire à peu près la même chose, puisque tout ce que ça va dire, ça va me dire, écoute, je veux que tu lies ce truc-là à un événement qui se trouve quelque part par là, même une fonction, le event c'est aussi une fonction, et je vais cliquer dessus, select function, et là vous voyez qu'on a tout un tas de fonctions différentes, et moi je veux lier à damage hero, donc je prends ça, et je dis, écoute, voilà, tu vas aller chercher la fonction damage hero quelque part dans ce blueprint, et tu vas l'appeler tant de fois par seconde pour faire des dégâts. Donc je compile, mais quelle est la subtilité ici? C'est que lui, il n'a pas besoin d'être lié à lui, pourtant il le sent, mais ce qui est cool, c'est que là, si je mets, par exemple, je change le nom, Damage Heroes avec un Z, vous voyez qu'automatiquement, ça a changé le nom, et il est au courant de ce qui se passe. Donc ça n'a pas ce problème, du coup, du BP Gun qui, si je changeais Fire One Projectile, je mets un S, là, vous voyez que ça n'a rien changé, donc ça ne va plus fonctionner, d'accord? Donc je fais F2, je retire le S pour ne pas faire de petits bugs inattendus, on va dire. Je viens du côté du BPNME, et donc là, du coup, le Damage Heroes, je vais retirer mon Z, donc j'appuie sur F2, toujours pour renommer, et donc voilà. Par contre, il y a un petit souci, c'est que si vous vous rappelez bien dans le cadre du gun, ici, il fallait qu'on appelle une première fois le Fire One Projectile lorsqu'on voulait commencer à tirer des projectiles. Pourquoi? Tout simplement parce que si on ne faisait pas ça, il allait y avoir une petite latence avant que le tout premier projectile parte. Donc on faisait appel à ce truc-là une première fois. Donc là c'est pareil, on veut que dès que l'ennemi touche le héros, qu'il lui fasse déjà des dégâts tout de suite, et ensuite il lui fait des dégâts 3 fois par seconde. Donc pour ce faire, ici je vais faire un peu de place, voilà, je prends ça. Pour info, je peux sélectionner ça, je fais un clic droit, et ensuite Alignment, et là vous avez Distribute Vertically. Donc là, vous voyez que des fois, c'est vrai que je n'en parle pas vraiment, mais des fois, vous me voyez réarranger les notes. Par exemple, j'ai ça, ça,
Je fais ça, par exemple. En fait, ici, tout ce que je fais, c'est que j'utilise les raccourcis clavier qu'il y a ici dans Alignment. Vous sélectionnez tout ça, cliquez droit, Alignment, et là, vous avez aligné en haut, en bas, à droite, à gauche, et vous avez même et tout distribué verticalement, donc ça espace correctement les nodes. Donc ça, c'est bon, je prends ça là, ici, et je reprends cette partie-là. Je vais éloigner tout ça, et je vais faire appel une première fois à, ici, Damage Hero. Voilà. D'accord? Donc là, c'est bon. Et là, je vais prendre toute cette partie-là, le commentaire. Je vais englober l'ensemble de mon code ici. Et là, je vais mettre à jour mon commentaire parce que cette fois-ci, je ne fais plus des dégâts au héros une fois. C'est gère les dégâts faits au héros. Et voilà. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et je vais lancer tout ça. Donc là, je vais venir ici. Regardez bien, je me fais toucher par l'ennemi. Hop, ça descend. 75, 70, 65, ça descend correctement. Et là, si jamais je le sors, regardez, ça continue de descendre. Vous voyez? Regardez, là, je me fais toucher par l'ennemi. Hop, je m'éloigne. Et là, je continue de perdre des points de vie, un peu comme si j'étais touché par un poison ou quelque chose de ce style-là. Et ben, c'est pas bon. Nous, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter de faire des dégâts, tout simplement, dès que le player est suffisamment loin de l'ennemi. Bon, je me rends compte que j'avais une drôle de manière de parler juste avant, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va pouvoir commencer à s'attaquer à tout ça. Et en fait, en gros, vous voyez ici, nous avons le Begin Overlap, ok? Le Begin Overlap, ça permet de détecter du coup lorsque le player entre dans la boîte tout simplement. Et maintenant, il nous faut un moyen de détecter le moment où le player sort. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais venir ici, je vais prendre le Player Damaging Box et ici, on va aller chercher un autre événement tout en bas. Donc, on a bien le On Component Begin Overlap. Vous voyez qu'ici, ça a changé, c'est plus un petit plus, mais il y a une souris qui est encadrée. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut focus l'événement en question. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais n'importe où dans le graphe, par exemple, je vais là-bas, je sélectionne ça, et là, en fait, si je clique dessus, ça va me dire, bah écoute, tu veux te déplacer vers... tu veux ajouter un On Component Begin Overlap, mais en fait, il existe déjà. Si tu cliques dessus, je t'envoie là où il est. Donc, je clique dessus, et là, ça m'envoie automatiquement vers le Begin Overlap. D'accord? Donc, je sélectionne le Player Damaging Box, et ici, cette fois-ci, je vais sélectionner, alors, est-ce que je gêne avec ma tête? Non, ça va. Je vais choisir On Component and Overlap. Ce truc-là. Je vais cliquer dessus, ça va m'ajouter un événement. Et en fait, cet événement, c'est littéralement la même chose que ça, sauf que c'est l'inverse. C'est en gros, c'est appelé dès qu'un acteur sort de la box. Et attention à cette subtilité. Certaines personnes pensent qu'en fait, lorsqu'on a fait un Begin Overlap, automatiquement le End Overlap, c'est forcément par rapport à lui. Pas du tout. Imaginez par exemple que ici, j'ai une box et que là, j'ai un player qui entre, son chien, sa femme, ses enfants, et en fait qu'il n'y a que l'enfant qui sort, et ben en fait, il faut qu'on sache quel est l'acteur qui est sorti. Donc ça, c'est vraiment important. On ne sait pas quel acteur est sorti de la box à ce moment-là. Donc bien sûr, tout comme le cast que nous avons utilisé ici, il nous faut faire un test pour vérifier qu'il s'agit bien du héros. Donc on a deux solutions pour le faire. Soit on va prendre le cast ici, je vais prendre ça, je vais faire CTRL-D pour dupliquer. Voilà, ça va me faire une copie. On peut faire soit ça comme ça là, on prend ce truc-là. Ici, je l'ai pas détaillé, mais ici on a exactement les mêmes paramètres qu'il y avait là. Donc on va prendre le Other Actor pour prendre en compte quel est l'acteur qui est sorti de la boîte. Et donc là, automatiquement, ça va marcher. On peut utiliser ça sans souci, ça fonctionne. Sauf que, comme expliqué précédemment par rapport aux interfaces, les castes, c'est quelque chose qui peut être très coûteux parce qu'on doit parcourir chacun des éléments de l'acteur pour vérifier si c'est bien un acteur du type demandé. Et donc, du coup, plutôt que d'utiliser le cast, nous allons utiliser une autre méthode, une autre astuce que j'aime utiliser, c'est-à-dire l'égalité entre les acteurs. C'est-à-dire que là, je vais prendre ça, je vais supprimer, je vais tirer un branch, celui-là, je vais mettre ça là. Et en fait, je vais vouloir tester une condition. Moi, je veux toujours savoir s'il s'agit du héros. Et bien en fait, comment est-ce que je peux faire ça? C'est là où il y a une astuce qui est plutôt sympa, c'est qu'ici, lorsque le héros est entré, automatiquement, on a stocké une référence. C'est pour ça que j'ai stocké la référence, parce que j'ai une boîte dans laquelle j'ai une référence qui pointe vers le héros. Et bien en fait, autant l'utiliser, vu que pour sortir de l'overlap ici, eh ben forcément, il est entré. D'accord? Pour que le héros puisse sortir de la boîte, il est forcément entré. Il y a des subtilités, bien sûr. Si on commençait le jeu et que le héros était directement dans la boîte, automatiquement, il n'y aura pas de enter. On n'aura donc pas stocké cette référence-là. D'accord? Il y a le cas où, admettons, je sais pas, vous faites un level design qui fait que dès que le player spawn, en fait, l'ennemi, il est directement collé au player. Oui, dans ce cas-là, ça peut poser problème. Mais dans notre cas, à nous, on sait que le player ne va jamais apparaître là où il y a l'ennemi, puisqu'il est dans sa zone safe où il n'y a aucun ennemi. Donc, on sait forcément que
si c'est le héros qui est sorti ici, c'est que forcément, à un moment, il est entré, et on sait que dans notre variable, on a stocké une référence vers le héros. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est là où ça va être vraiment intéressant. C'est que je vais prendre le other actor qui est dispo ici, donc l'acteur qui est censé, qui sort de la boîte. Je vais tirer un câble, et je vais faire égal, et je vais prendre le equal, celui-là. Ok? Et là, vous voyez qu'il dit, bah, écoute, il select asset, donc il faut brancher quelque chose. Et ben, moi, ce select asset, si vous mettez votre souris dessus, il vous dit que c'est un objet. Alors, un objet, je n'en ai pas parlé jusque-là, mais en gros, il faut savoir que sur Unreal Engine, un objet, c'est au-dessus d'un acteur, mais en gros, c'est aussi un acteur. C'est une subtilité, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, un objet, ça peut être n'importe quoi sur Unreal Engine. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est soit un acteur, soit un asset, ou des choses de ce style-là. Donc là, je vais prendre le héros, celui-là, je vais venir le glisser dans le graphe, je vais faire un get hero, oups, pardon, pas un set, un get hero, voilà, get hero, et ça, je vais brancher ici. Et en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire en faisant ça? C'est, écoute, est-ce que l'acteur qui sort, par hasard, il serait pas égal à celui que j'ai stocké dans cette boîte? Résultat, on ne fait pas de cast, vu qu'on l'a déjà fait ici. D'accord? Donc là, je branche ça, et du coup, ben, c'est bon. Si l'acteur qui sort, c'est égal au héros, ben, on sait que true, quand on va passer ici, eh ben, on a forcément le héros. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait si on a forcément le héros? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est arrêter, dès que le héros sort de la boîte, on veut arrêter de faire des dégâts. Et pour arrêter de faire des dégâts, il faut qu'on arrête ce timer. D'accord? Donc pour arrêter ce timer, on va devoir récupérer ce qu'on appelle un handle. Alors, est-ce que je l'ai utilisé? Non, je ne l'ai pas utilisé. Alors, le handle, en fait, c'est quoi? C'est ce truc-là. Vous voyez là? Lorsqu'on lance un timer, automatiquement, en sortie, il donne un paramètre. Et en fait, ce paramètre, c'est un timer handle. En gros, pour le faire simple, c'est une référence vers le timer. Donc moi, ça tombe bien, j'ai ce timer-là, je veux récupérer sa référence et je veux pouvoir l'arrêter quand je veux. Donc là, je vais faire un clic droit sur return value. Donc là, je suis bien dans le begin overlap. Hein, lorsque je lance le timer, je fais un clic droit, promote to variable. Et là, ça va me créer une nouvelle variable. Je vais renommer cette variable-là en damage timer. D'accord? Le timer qui fait des dégâts. Au moins, au moment où je lance le timer, je stocke une référence vers ce timer et je peux le réutiliser un petit peu plus tard. Et c'est quoi ce un petit peu plus tard? Bah, en fait, finalement, c'est maintenant. Et donc, ici, dans le onComponent and overlap, si jamais c'est bien le player qui sort, dans ce cas-là, je vais prendre le damage timer, je vais le glisser là, je vais faire un get pour récupérer la référence du timer qui est stocké dans cette boîte. Et là, je vais tirer un câble et je vais faire un clear and invalidate timer by handle. Cette action-là va permettre d'arrêter le timer et donc d'arrêter de faire des dégâts. Voilà. Donc là, je vais mettre ici, je vais sélectionner tout ça, je vais faire un commentaire et je vais taper arrête de faire des dégâts au héros quand il se trouve, quand il est suffisamment loin. Voilà. Donc je mets mon petit skin habituel et ça me permet de faire un petit truc important que certains d'entre vous peut-être vont le faire. Vous voyez ici, on a peut-être parmi vous qui vont se dire, ok, écoute, tu vois là, tu as fait ton cast, tu stockes ça dans une variable, mais en fait finalement le chemin pour aller de là à là, il est tout aussi long que le chemin que tu fais pour aller de là à là. Et au final, je vais sûrement économiser des nodes. Donc techniquement, je peux faire quelque chose comme ça. Si on fait un overlap, je prends ça, je branche ça ici. Tant qu'à faire. Ici, je retire ça, ça va faire exactement la même chose. Idem pour le timer. Pourquoi est-ce que tu stockes dans une variable? T'as pas besoin de stocker dans une variable, tu peux prendre ça et relier ça et automatiquement ça va fonctionner. Alors, je vais vous répondre assez rapidement à ça. De fait, jamais ça. De fait, jamais ces choses-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer concrètement. En fait, en gros, il faut savoir qu'ici, même si vous avez l'impression que tout est au même endroit, là comme ça à chaud, tout a l'air d'être sur le même graphe, vous pouvez avoir l'impression des fois que ça peut être accessible, en fait, c'est juste à côté, on peut attraper. En fait, non. Il faut vraiment voir chaque événement comme une unité bien précise, comme une boîte noire bien précise. Vous vous rappelez, au début de la formation, je vous disais que les fonctions, les événements, c'est un peu comme des boîtes noires qui permettent de faire des choses et on s'en fout de savoir en fait comment c'est implémenté. Tout ce qu'on veut, c'est faire appel à cette boîte noire. Donc, si vous visualisez ça comme des boîtes noires, c'est comme si vous vous dites, écoute, j'ai cette boîte noire, d'accord, la boîte noire Begin Overlap, la boîte noire Damage Hero, la boîte noire onComponent and Overlap. Donc, pourquoi est-ce que je me permettrais d'aller chercher dans une boîte noire quelque chose pour venir emmener ça dedans?
D'accord? C'est tout simplement pas logique parce que j'essaye de simplifier au maximum cette explication, mais en fait, pour le faire simple, ça va fonctionner. Hein. Franchement, si vous le faites comme ça va fonctionner, mais ça va être sujet à des erreurs nombreuses, vraiment des grosses erreurs que vous pouvez avoir plus tard et que vous ne comprendrez pas, vous ne saurez pas d'où viennent ces erreurs-là. Et tout simplement parce que vous vous êtes permis d'aller chercher des éléments dans des boîtes noires qui ont été codés pour fonctionner tout seul. C'est-à-dire que vous voyez ici, forcément, le Casto BP Hero et envoie ce résultat-là seulement quand on l'appelle. Sauf qu'ici, à ce stade-là, Damage Hero, on l'a peut-être appelé une fois, mais on l'a appelé une fois. Et donc là, ici, on ne peut pas récupérer le résultat de cette opération parce qu'elle n'est stockée nulle part. D'accord? Il faut la stocker dans une variable. J'espère que vous allez comprendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, faire des liens entre différents événements comme ça, c'est pas bon. D'accord? Les seules exceptions où on peut faire des liens entre les événements, c'est vraiment dans ces cas, dans les cas du AICNMI, par exemple, avec ce genre de choses-là. On appelle ça ces câbles rouges des delegates, des délégués. Et en fait, c'est les seuls cas où on peut lier des événements entre eux. C'est plus précis, c'est plus facile à utiliser, mais ici, évitez, s'il vous plaît, de faire ça. Je vois souvent, malheureusement, des gens le faire. Ça fonctionne, donc c'est difficile de vous convaincre que c'est pas bon de faire, vu que si vous le faites, et que ça fonctionne, vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi ce n'est pas bon. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Ici, je vais appuyer sur Alt et je vais cliquer là pour retirer la liaison. Je branche ça ici. Ici, j'appuie sur Alt pour retirer la liaison et je branche ça là. D'accord? Donc plutôt que de faire des liens entre les différentes boîtes noires, vous stockez le résultat dans une boîte à part, une boîte de variables, hein, une variable dans laquelle vous stockez tout ça et vous accédez directement depuis là. Parce que la variable, contrairement à la boîte noire, ce n'est pas du one-shot. La boîte noire, elle est appelée, point, elle donne le résultat. La variable, elle est stockée et elle existe tant que le programme est lancé. D'accord? Donc là, c'est bon. Est-ce que j'ai tout fait? Ouais, je pense que tout est OK. Hein. Donc je vais compiler, sauvegarder, on va lancer l'exécution et on va tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'ennemi. Voilà, ici, ça fonctionne. Si je sors, c'est bon. Je perds plus de points de vie. Maintenant, si je reviens, hop, je perds des points de vie, ok, je m'éloigne, et là je le tue. Donc là, hop, je fais des dégâts à l'ennemi, et il est bien mort. Donc tout fonctionne correctement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans le BP ennemi, je vais sélectionner ma boîte de dégâts, et je vais la rendre invisible. Donc je reviens ici sur la droite, et je vais choisir Hidden in Game, je vais cocher ça. Donc caché en jeu. Je vais compiler, sauvegarder, je relance le jeu. Et donc là, c'est bon, on a bien la vue normale sur la partie des bugs. Donc maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Ici, voilà, je vais rester comme ça et on va attendre que le player meure. Et en fait, on va arriver à un stade où, vous vous rappelez peut-être, j'en ai parlé plus tôt, regardez, je suis mort, qu'est-ce qui se passe concrètement? La caméra est partie à un endroit bizarre. Tiens, je vais relancer pour que vous voyez un petit peu. Donc là, je lance le jeu. Je vais venir, je vais faire en sorte de mourir. Donc là, je joue, hein, je peux me déplacer et tout. Et là, en fait, dès que je vais mourir, la caméra va se détacher. Là, tout de suite. Vous voyez? Là, je suis en train de cliquer, je peux plus rien faire. L'ennemi se déplace bizarrement. Il a été mangé du coco, là, en bas à droite. Vous voyez, il est ici. En attendant que j'arrive, il a été sur la saisie un petit peu en mangeant des cocos. Et en fait, en gros, ici, si jamais j'appuie sur Shift F1, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le player, il est mort, hein, il est bien décédé parce qu'on lui a fait vider ses points de vie. Et en fait, on ne gère pas le respawn, c'est-à-dire que le contrôleur, qui était censé, du coup, prendre le contrôle de quelque chose, il n'a plus rien à contrôler dans le monde et automatiquement, il s'est détaché. On dit qu'il s'est détaché du monde et qu'automatiquement, en fait, il n'existe plus. Le contrôleur n'existe plus. Et donc, concrètement, dans le jargon, on dit qu'on a cassé le jeu. On a cassé le jeu. Et donc, justement, dans la leçon suivante, c'est là que nous allons pouvoir gérer le respawn. Et plutôt que de faire comme ce qu'on a fait ici dans le BP Hero Event Graph, on a fait Destroy Actor dès qu'il n'a plus de points de vie, on va faire en sorte que dès qu'il meurt, au lieu de le détruire, on va le faire réapparaître au début du jeu avec tous ses points de vie.